tard, et bien évidemment, bon, bah, ils vont nous rejoindre. Ce qu'on vous demanderait, et pour faciliter les échanges entre ce côté de la salle et votre côté, c'est plutôt de descendre, de vous rapprocher. Ça sera quand même plus sympathique, et on souhaite vraiment qu'on puisse débattre ensemble. C'est le but du congrès. Et donc, ne vous tenez pas éloignés, n'hésitez pas. Merci d'amorcer la descente. Voilà. Et puis même, ce sera plus facile pour vous passer le micro d'ailleurs. Eh oui, même si on a la chance d'être dans un bel équipement à cette cité des sciences et de l'industrie. Voilà, approchez-vous. Merci. Voilà, notre forum a pour thème précaire parmi les précaires. Quel partage de responsabilités? Alors, c'est un sujet qu'on a abordé ce matin et qu'on va pouvoir développer et approfondir. Et je vous présente nos intervenants avec qui on va pouvoir se livrer à cet exercice, en commençant par Pascal Brice, qui est le président de la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, Joël Chenet, qui est commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis deux élus, Thierry Repentin, le maire de Champéry, qui est également le président de l'ANA, et puis David Belda, maire adjoint en charge des affaires sociales de Saint-Denis de la Réunion. Voilà, les présentations sont faites. Alors, quand on dit précaire parmi les précaires, on a vu ce matin aussi l'apparition de nouvelles précarités, de nouvelles pauvretés, de nouveaux publics qui, malheureusement, dans la crise, alors Patrick Caner a utilisé l'expression des reclus comme les exclus, des gens qui effectivement ont disparu des radars et qui sont aujourd'hui dans un vrai risque de disparition sociale. Et donc, comment on fait pour garder le contact? Comment on comprend aussi aujourd'hui ces pauvretés au pluriel, ces précarités plurielles? Et puis surtout, quel partage de responsabilités? Là encore, on a amorcé ce matin dans la plénière d'ouverture du Congrès cette question en se disant, mais comment mieux coopérer? Comment coordonner? Multiplicité des acteurs, meilleure relation à organiser entre les institutions aussi, hein. Quand on pense coopération, c'est à l'échelle du territoire et en particulier avec le monde associatif, mais c'est aussi avec les services de l'État, avec les institutions publiques, et c'est tout cela qu'on va évoquer maintenant. Pour commencer notre tour de table et commencer ce forum, je vais passer le micro à Pascal Brice. Pascal Brice, comment vous abordez cette question du partage de responsabilités, sachant que vous fédérez donc les acteurs de la solidarité, les grands réseaux associatifs en particulier, alors de l'aide alimentaire en passant par l'hébergement d'urgence, quelle coordination, quel partage de responsabilités, et puis surtout, quelle réponse durable? On a évoqué ce matin réparation et prévention, à articuler, bien évidemment, à être dans la réponse d'urgence, mais aussi à penser le territoire dans la durée. Merci, bonjour à toutes et à tous. Notre fédération porte un constat et une proposition, notamment dans cette période électorale. Il faut changer de méthode.
Il faut changer de méthode parce que, hélas, le combat contre la précarité, nous le savons tous, il est encore devant nous. Euh, le constat que nous faisons, c'est ce que je qualifierais d'enracinement de la pauvreté et de la précarité dans le pays. Les pouvoirs publics ont fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'explosion de la pauvreté pendant la crise sanitaire, et ça doit être salué. Mais cette pauvreté, elle s'enracine, et les CCAS le savent mieux que quiconque, comme nos associations membres de la fédération, et je salue les CCAS qui sont également membres de notre fédération, et qui sont nombreux et qui contribuent à notre capacité d'action et de compréhension de ce qui se passe. Et d'abord pour celles et ceux, en effet, qui sont les plus loin des méandres bureaucratiques, qui sont le plus dans les marges de notre société et qui embarquent avec elles et avec eux les travailleurs sociaux, les bénévoles, les associations qui les accompagnent. Donc ce combat, il est devant nous. Nous portons, comme d'autres, évidemment, des mesures, des approches dans la durée, l'investissement social, le travail social. Mais je voudrais ici insister, puisque c'est le point de notre discussion, sur la question de la méthode. D'ailleurs, je crains que les CCAS soient très bien placés pour voir les impasses dans lesquelles nous nous trouvons tous. Nous l'avons constaté pendant la crise sanitaire, où au fond, les pouvoirs publics ont trop souvent donné l'impression de s'en remettre aux associations et aux CCAS. Et ça recommence pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que l'impression que ça donne, c'est que l'État fait beaucoup de choses, et c'est très bien, anticipe peu en matière d'accueil des réfugiés, mais ça, hélas, dans ce pays, c'est traditionnel, mais donne l'impression, au fond, qu'il y aura toujours les CCAS et les associations pour faire ce qu'il y a à faire. Et ce matin, sur ce sujet dont vous parlez un instant, on a vu aussi que les réponses étaient très improvisées, voire encore absentes d'ailleurs. Voilà, mais ce qui est un peu une tradition, je suis hélas bien placé pour en parler dans ce pays, encore une fois, en matière d'accueil des réfugiés, mais on va faire une chose simple, collectivement, si vous en êtes bien d'accord. On va réussir cet accueil des réfugiés avec l'État et faire la démonstration que quand on anticipe et qu'on organise les choses, tout se passe toujours très bien dans ce domaine comme dans d'autres. Changement de méthode. Ce que nous portons à la face, c'est une capacité à construire la mise en œuvre des politiques publiques dans les territoires, de partir des territoires. C'est même pas, vous savez, moi je suis fonctionnaire, et je suis très fier d'être fonctionnaire. Je connais bien l'État. Donc c'est même pas se dire, allez, on va déconcentrer, on va faire que l'État ait un peu plus de services sur place. Non, c'est changer de logique. C'est partir d'abord des personnes qui sont dans la précarité. Et vous savez que c'est l'un des leitmotifs de l'action de notre fédération que de partir des personnes en précarité, de leurs besoins, de leurs analyses, de leurs attentes, de leurs capacités. Partir de cela, partir de la capacité des acteurs locaux, les services déconcentrés de l'État qui ont été profondément affaiblis, et je reste diplomate, parce que je suis un ancien diplomate, depuis des années, et qui n'ont plus aujourd'hui les moyens d'expertise en dépit de toute la bonne volonté, je le dis devant vous, Madame la Commissaire, de porter ces politiques. Avec les collectivités locales, bien sûr, avec les bailleurs sociaux, Thierry pourra aussi très très bien en parler, avec les associations. Je vous en livre un exemple récent, et puis je arrête là, de manière à ce que nous puissions avoir un débat. C'est le contrat d'engagement pour les jeunes. Lorsqu'il a été annoncé par le président de la République, j'ai fait au nom de notre fédération la proposition au gouvernement de pouvoir avoir un dispositif qui, cette fois, parte de ce que vivent les gens, de ce que font les travailleurs sociaux, les bénévoles, les missions locales, les élus, de manière à pouvoir aller chercher ces jeunes que personne ne voit, d'autres que nos associations et les CCAS. Et c'est pour cela que je suis heureux que, dans le travail avec le gouvernement, nous ayons pu inventer ce contrat d'engagement pour les jeunes les plus en précarité, et qui devrait permettre, mais c'est là où moi j'attends les actes, j'attends que la bureaucratie arrête de bureaucratiser. Il me semble que nous devrions partir à chaque fois de ce que vivent ces jeunes, de ce qu'ils sont, et de construire quelque chose avec les travailleurs sociaux, dans les accueils de jour, dans le travail de rue, dans les centres d'hébergement, dans les activités sportives, les missions locales, de manière à construire une resocialisation pour ces jeunes les plus en précarité. Voilà, donc moi il y a un test. J'attends voir si les pouvoirs publics sont capables de changer de méthode, de manière à construire une capacité à répondre aux besoins sociaux dans ce pays, qui s'enracine, comme je l'ai dit, et ça c'est pour nous, comme je le crois pour les CCAS, une grande préoccupation.
Merci Pascal Brice. Donc la question de la méthode, oui, vous pouvez passer le micro à votre voisine. La question de la méthode et puis avancer de façon très concrète sur des politiques dédiées et regarder comment on peut faire évoluer les choses et bien sûr les améliorer. Joël Chenet, vous êtes commissaire à la prévention, à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors d'abord, c'est vrai que habituellement l'action sociale dans l'administration déconcentrée de l'État, c'est plutôt à l'échelon départemental qu'on le trouve, mais là, vous êtes sur cette politique, sur ce programme prévention et lutte contre la pauvreté à l'échelle régionale. Peut-être nous expliquer justement ce positionnement Oui, un pour positionnement, commencer. un positionnement qui peut paraître à première vue étrange, mais qui a la vertu, me semble-t-il, de permettre à des acteurs de se rencontrer, d'échanger, de sortir de l'entre-soi. À un niveau en plus qui permet finalement de se comparer, d'aller se voir, de changer les choses. Bon, il y a trois grands leviers dans cette stratégie pauvreté. Il y a à la fois des mesures nombreuses, importantes, qui ont continué de se développer pendant la crise sanitaire. Il y a un volet de contractualisation avec les départements chefs de file de l'action sociale, mais je me rends compte au fil des expériences que par exemple, la relation avec les CCAS, c'est pour ne prendre que cet exemple-là qui doit vous parler aujourd'hui, elle n'est pas forcément toujours très très explicite dans le transfert de moyens pour réussir à faire ce que le département pourrait faire également. Donc il y a des besoins de rencontres et d'approches, effectivement, me semble-t-il, territorialisées. Je partage ce point de vue complètement. Et le troisième volet, c'est un volet donc d'animation des acteurs et de repérage aussi des innovations. Personnellement, j'ai jamais lancé d'appel à projet. Je finis par haïr les appels à projets qui tombent du niveau national parce que c'est une prime aux gros opérateurs qui arrivent avec sur leurs grands chevaux, alors qu'au plan local, on a des associations qui ont peu de capacité d'ingénierie, qui ont su construire des réponses, mais qui savent pas forcément les faire valoir. Et quand je vois qu'un centre social, pour subsister, fait aujourd'hui 60 demandes de subventions à peu près, c'est du temps d'administration pour l'association, Et qui n'est pas c'est du forcément temps, productif. Ouais. c'est du temps qui n'est pas forcément productif, c'est du temps de suradministration pour l'administration elle-même. Et du coup, la stratégie pauvreté qui partait de la participation des personnes, elle a été construite avec des personnes concernées, avec des associations pour poser les grands axes et les grands engagements qui ont été impulsés. Cette démarche-là, aujourd'hui, elle permet véritablement à des gens de se rencontrer, d'échanger et de se réinventer. Et alors, ce matin, vous avez entendu les intervenants, et en particulier le politologue qui dit mais tout le monde travaille de son côté, et puis ajoutant rectorat ou ARS ne travaillent pas au même rythme que ce qui est fait dans les services de l'État auprès du préfet. Vous entendez cette critique? Oui, je l'entends, puis c'est un petit constat on va dire, c'est un constat d'une certaine difficulté, mais dans ma mission, effectivement, il y a cette coordination interministérielle et interinstitutionnelle. Au départ, dans cette stratégie, il y avait des moyens dévolus à beaucoup d'institutions et beaucoup d'administrations pour pouvoir agir pour ce qui les concerne. Et voilà, au plan régional, j'ai un groupe projet régional qui permet effectivement à chaque entité de savoir ce que va faire le voisin, mais aussi à croiser des approches, à faire ensemble. Donc certains sont très volontaires, très engagés, très, très joyeux dans cette affaire-là. Je ne vais citer personne. En plus, on est en période de réserve électorale. Je ne vais pas m'amuser à dire que telle ou telle administration est moins encline au partage. Mais effectivement, c'est un combat, je dirais, c'est une démarche qui mérite de s'ancrer dans le temps parce que, en fait, c'est un peu un Enfin, changement quand on dit ça veut dire qu'il y culturel. a des marges de progrès. Hein. Oui, oui, mais c'est un changement culturel. Et comme toute conduite du changement, elle a besoin du temps. Et la crise sanitaire, elle a vraiment bousculé tout le monde. Elle a à la fois généré au plan territorial des alliances extraordinaires, des choses qui se sont faites en 2 temps, 3 mouvements et qui auraient été hyper compliquées à faire si on n'avait pas été dans une situation d'urgence. Et puis, dans le même temps, elle a ramené un peu chacun dans sa ligne d'eau
des assurances apportées pour son propre secteur d'activité. Et donc, ce sont ces deux penchants-là qu'il faut pouvoir prendre en compte pour pouvoir refaire une dynamique collective, mais qui existe à la marge, qui s'est améliorée. Je pense qu'il y a des améliorations réelles. Alors, vous nous dites, pendant la crise, on a su faire preuve d'agilité et après, on évoquait ce matin le jour sans fin, l'épuisement aussi des acteurs. Est-ce que du côté de vos partenaires des institutions, des partenaires aussi de l'administration déconcentrée, on a gardé cette envie de faire avec l'apparition d'une crise cherchant l'autre, qu'après la crise sanitaire, la crise sociale est là quand on parle de précarité, de pouvoir d'achat? Je pense que selon les thèmes, effectivement, mais je dirais que tout le social, en fait, est très connecté à l'humain, à la fois de ceux qui vivent les situations de précarité, mais aussi à ceux qui portent les politiques sociales, et puis et les associations qui sont des acteurs incontournables du territoire, à qui, disons-le, de toute façon tout le monde le sait, il y a de la quasi-délégation de services publics sous forme de subventions ou d'appui, et les associations sont aussi force de proposition. Et je dirais que c'est bizarre de dire ça, mais selon les personnes, c'est très personne dépendante. Selon les personnes, il y a toujours cette énergie à continuer d'avancer, à croiser les approches, à faire apporter concrètement des réponses. Puis il y a des domaines sur lesquels c'est plus compliqué. Alors, on va voir comment c'est compliqué selon la diversité des territoires. Une grande ville, mais une grande ville outre-mer, dans l'océan Indien, avec vous, David Belda, et puis une grande ville moyenne, Chambéry. Chambéry, avec vous, Thierry Repentin. Donc, Thierry Repentin a décidé que c'était David Belda qui commençait. D'accord, ok. Allez, vous avez le micro, gardez-le. Oui. Justement, comment vous voyez aujourd'hui se mettre en place ces partenariats, ce qui marche moins bien, et dans l'urgence que vous avez vécue avec la crise, et puis une crise qui se renouvelle, qui est toujours là, même si elle prend des formes différentes. Bien sûr, donc merci pour votre invitation. C'est vrai que la précarité, elle a une autre approche aussi quand on est dans l'outre-mer, parce qu'il y a cette question de l'insularité. Quand on est dans la crise Covid, quand on a une crise sanitaire, on ne peut pas mettre des patients dans les trains. Donc il faut 12 heures d'avion. Donc il faut s'organiser. Il faut qu'on ait cette coopération régionale avec Mayotte pour pouvoir aussi soigner nos malades. Quand le préfet appelle notre maire et l'ensemble des maires en disant au secours les CCS, comment on fait? Donc il faut distribuer des colis, il faut distribuer des paniers fraîcheurs, et on s'organise. Et finalement, le quotidien d'un CCS, c'est gérer les urgences. Donc donner des colis, accompagner les personnes à payer l'eau, l'électricité, et comme ça a été dit ce matin, où des gens font des réels choix, c'est-à-dire qu'ils ne payent plus leur loyer depuis 4-5 ans chez le bailleur social pour pouvoir manger et donner quelque chose à leurs enfants. Nous avons des dettes, qu'on le voit au CCS, de 4, 5, 6, 8 000 euros. Donc avec des échéanciers, avec des personnes qui sont sur des emplois aidés à 700 et quelques euros. C'est-à-dire que là, derrière, quand on parle de précarité, cette responsabilité, mais bien sûr qu'elle est partagée, mais est-ce qu'elle est assumée par tous de la même façon? Je crois que c'est ça aussi l'enjeu les questions qu'on doit se poser, parce que c'est vrai qu'au bout du bout, quand nous sommes dans l'action sociale, par exemple, nous à Saint-Denis, nous avons mis en place un prêt social et solidaire. Donc on accompagne les petits porteurs de projets, parce que justement, c'est un lien avec la pauvreté, donc manque de travail, on n'a pas d'industrie à La Réunion, mais on peut avoir dans les secteurs de la coiffure, des biens, services, des prestations, donc on accompagne sur des prêts. On accompagne aussi les licences sportives. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'à travers le sport, la famille, l'enfant, c'est une dépense en moins et va rencontrer d'autres personnes. Pendant la crise Covid, on a fait des aides exceptionnelles aux étudiants parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient en grande précarité. Donc nous accueillons aussi des étudiants Erasmus qui viennent aussi d'autres régions. Donc c'est aussi important. Donc il faut aussi imaginer demain. C'est-à-dire, ce n'est pas juste augmenter, c'est-à-dire que nous, entre la commune de Saint-Pierre et Saint-Denis, sur les domiciliations, par exemple, des SDF, c'est 70%. Donc les abris de nuit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le sans-abri n'a pas de frontière non plus sur un même territoire. Aujourd'hui, quand on rencontre l'État, on nous dit, voilà, il faut peut-être un abri nu supplémentaire. On dit, oui, ok, pas de problème, mais après, sur le fonctionnement, tout au fil de l'eau, comme vous le disiez, tout au long de la mise en place, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est pérenne sur le fonctionnement? La question n'est pas tant sur les terrains, notre capacité à le faire, mais voilà, donc le département également, donc les délocalisations, c'est-à-dire dans cette proximité. On a beaucoup parlé de l'accès au droit, du non-recours.
ces nouveaux métiers, il faut les adapter. Les médiateurs sociaux, je crois que voilà, tous les partenaires qui sont aussi autour de ça doivent aussi accompagner les communes et les CCS. Et je rappelle aussi quelque chose qui me paraît naturel pour moi, mais je pense pour la plupart des collègues. Les CCS et l'action sociale, c'est la politique du maire et de la commune. Donc, en accord, bien sûr, avec toute cette équipe qui est derrière. Donc, si à un moment donné aussi, on n'a pas ce lien avec l'interco, on n'a pas ce lien avec le conseil départemental, on n'a pas des gens formés, capables d'aller chercher ces informations et les emmener, nous, on a cette opportunité parce que notre maire a travaillé dessus, et en tout cas sur les équipes précédentes. On a 20 mairies annexes sur un territoire de voilà, Saint-Denis, c'est 153 000 habitants. Donc, on a 20 mairies annexes. Et donc là, vous parlez des maisons France Service ce matin. Donc, on a quelques-unes dans les Hauts, c'est-à-dire donc, qui sont à 30-40 minutes du centre-ville, où on a effectivement les services de la CAF, des impôts, etc., et donc qui permettent d'accompagner aussi ces personnes dans leur démarche. Mais ce qu'il faudrait, c'est que là, on est dans une phase, on va dire, d'expérimentation avec le département, c'est qu'ils puissent nous mettre dans chaque mairie annexe, à un jour défini, une assistante sociale. Mais dans son plan de modernisation de ses équipes sur ces tasses, donc il faut qu'on fasse, je ne sais pas, 10, 12, 15 km, mais en bus, parce que ce sont des personnes qui sont précaires, pour aller prendre un rendez-vous avec 10, 15 assistantes sociales qui sont réunies dans un même bâtiment. On ne peut plus continuer comme ça. Je veux dire que là, à un moment donné, on va dire, dans le reversement, dans l'action sociale, qui est la compétence aussi du département et surtout indispensable, qu'on puisse aussi faire le lien. Donc moi, au-delà de ce constat, ce ne sont pas des critiques, ce sont des constats, je crois qu'il faut vraiment créer une plateforme sociale d'échange où il n'y a pas qu'un avis consultatif, où on puisse vraiment que tous les partenaires, on l'a dans les autres structures, on l'a sur l'observatoire des prix, on peut l'avoir sur notre observatoire économique, on peut aussi l'avoir au niveau social. Mais cette différence, nous, dans les DOM qu'on peut avoir, c'est aussi, on a vu que l'UNCAS a mis en place cette fabrique. Je pense qu'il est intéressant, j'ai échangé encore avec Stéphanie, je crois, si je ne me trompe pas, je pense que les DOM en général, en fonction de leur avancée aussi, parce qu'on n'a pas tous la même histoire dans les DOM, nous n'avançons pas tous de la même façon et dans le même rythme. Et donc, il est aussi intéressant, je pense, d'impulser cette demande, de faire une fabrique d'hommes, parce que si on part sur des territoires, donc si au niveau national, on peut avoir une vision par territoire. Je pense qu'au niveau des DOM, on peut aussi avoir, en tout cas de l'UNCAS, une vision en aussi prenant en compte la réalité de ce la territoire. réalité de chaque terrain. Donc là où, Voilà. où on parlait ce matin, pardon, dans le département de la Somme, de l'intercommunalité, vous, ce sont des grandes communes déjà, 26 communes. Hein, et donc, comment on articule les circonscriptions d'action sociale du département avec les mairies annexes des communes et comment... Alors, vous dites, c'est travailler dans une logique, puisque tout à l'heure, Pascal Brice a dit qu'il faut changer de méthode, et vous dites peut-être la plateforme, hein, rentrer dans une logique, on sait faire aujourd'hui, c'est cette façon de partager des informations entre les acteurs. Une plateforme et une fabrique d'hommes impliquerait quoi? Qu'on partage les mêmes données. Les réalités de Mayotte ne sont pas les mêmes que la Réunion. Les réalités de la Réunion ne sont pas les mêmes que les Antilles. Et d'ailleurs, pas de la Guyane. On a vu la collègue de la Guyane, où sa commune et son CCS, c'est à 6-7 heures de pirogue. Et il n'y a pas de route. Non, mais comment voulez-vous qu'à un moment donné, l'État, dans sa fonction même d'accompagnement, puisse arriver à... Vous comprenez donc, et nous-mêmes, cette force qu'on soit ultramarin peut aussi peut-être être ressentie comme une faiblesse si on ne parle pas d'une même voix et qu'on ne va pas dans le même sens. C'est pour ça qu'il faut aussi créer ces plateformes pour tirer le meilleur, on va dire, des projets, parce qu'en même temps, ça a été dit aussi hier, les Outre-mer, en fonction des moyens qu'on a, voilà, parce nous que sommes hier, aussi... vos collègues élus d'Outre-mer se sont réunis, je précise, à ceux qui nous ont rejoints ce matin. Et nous sommes aussi des territoires d'innovation, parce que finalement, avec peu, on peut construire de grandes choses. Et donc, justement, finalement, il faut aussi nous accompagner aussi dans cette démarche. Et nous comptons aussi, effectivement, sur l'UNCAS, sur on va dire, tous les acteurs, hein, l'État, les collectivités, pour faire en sorte de pouvoir porter nos projets. Donc, oui, il faut une méthode. Il faut une stratégie, il faut se poser, mais je pense que si on crée cette fabrique, cet observatoire ou cette plateforme, qu'importe le nom qu'elle portera, mais il ne faut pas qu'on vienne là juste pour refaire le monde. Je pense que là, on vient sur des choses précises, on a un objectif précis, et bien sûr, comme tout le monde l'a dit ce matin, je pense que l'État a complètement sa place sur cette plateforme, en tout cas, si on pourra la mettre en place. Voilà. Merci. Alors, Thierry Repentin, autre réalité territoriale, hein, à Chambéry, et là aussi, d'autres façons de trouver ces réponses durables, efficientes entre les partenaires. Oui,
tailles différentes, mais volontarisme politique, je pense, partagé entre Saint-Denis-la Réunion et Chambéry. En souhaitant vous dire peut-être deux volets dans mon intervention. Le premier point, c'est que, en fait, les collectivités, c'est une évidence, mais il faut le redire, elles sont pleinement partie prenante du système des solidarités, et notamment à l'égard des plus précaires. Parce que nous avons effectivement un mode d'action partenarial, même si la précarité et l'exclusion trouvent parfois une place de manière assez diffuse dans l'ensemble des politiques publiques des communes, et donc parfois ça nuit, y compris à lire et à comprendre le volume d'intervention qui est fait sur ce sujet, et parfois aussi nuise un peu à l'efficacité des actions publiques. Mais l'action de la collectivité sur les thématiques qui nous intéressent aujourd'hui, évidemment, elle doit être portée en cohérence avec les autres politiques publiques de droit commun, qui soient portées par l'État, parfois l'ARS, parfois les départements, parfois les intercommunalités, la CAF, et s'inscrire évidemment en complémentarité. Elle doit aussi connaître et soutenir les initiatives privées relevant du secteur associatif, dont on ne louera jamais suffisamment l'apport pour la société en général, car c'est les associations qui, bien souvent, sont en première ligne d'une façon parfois imperceptible pour nos concitoyens, mais sur lesquelles nous devons nous appuyer les uns les autres sur les collectivités territoriales. On le voit sur l'aide alimentaire en particulier. Voilà, par exemple. Donc, il faut évidemment qu'il y ait une coordination opérationnelle de ces ressources et moyens, et c'est là un des enjeux essentiels de la commune, entre ces solidarités actives, directes, de droit commun, qui sont des dispositifs déployés par la collectivité avec son CCS et ses services municipaux, et de l'autre côté, des solidarités indirectes ou spécifiques portées par des acteurs sur le territoire, associations, collectifs d'habitants ou autres. Et donc, la ville doit effectivement les soutenir et viser évidemment à leur amélioration. Je dois dire un petit mot aussi, un petit focus sur finalement cette période dont on pensait qu'elle était derrière nous et qui revient visiblement à grands pas, qui est celle que nous avons vécue à cause du Covid. Je pense que ça a été aussi un élément qui a permis de faire voir au grand public aussi quelle était la réactivité de ce monde tourné vers les solidarités à l'égard des plus précaires, puisque la crise sanitaire, ses effets sur la cohésion sociale et les besoins de solidarité qu'elle a suscités ont vraiment accentué cette nécessité de consolidation. Et là aussi souligné pour la collectivité locale de savoir mobiliser des ressources finalement d'une façon plus rapide, plus agile, plus spécifique à l'égard d'un certain nombre de nos concitoyens très éloignés des réseaux d'information. Et on s'est nourri, je pense, dans les communes d'une sorte d'intelligence, voire d'intuition collective. Ça s'est traduit par le fait, par exemple, qu'ont été mis en place, à Chambéry comme ailleurs, j'imagine, des plateformes où tous les acteurs associatifs qui travaillaient souvent en silo, avec leurs clients, si je puis dire, ont accepté de travailler ensemble. En ce qui nous concerne, c'était une soixantaine d'associations. Et quand nous avions l'objectif de la vaccination, y compris pour celles et ceux qui n'en comprenaient pas l'intérêt ou qui étaient loin de l'information, nous avons pu avoir cette part de la population dite des invisibles exclusivement parce qu'elles avaient un lien à un moment ou à un autre avec des associations sur le terrain, banque alimentaire. Chez nous, on a une structure qui s'appelle la Cantine Savoyarde qui assure 365 jours par an les repas à midi et le soir gratuitement pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins. Eh bien, cette relation de confiance qui est quotidienne finalement entre ces bénévoles des associations et les invisibles a permis à ce public aussi d'être sécurisé. Et c'est aussi un soutien vis-à-vis de populations parfois qu'on oublie, dans les précaires, des âgés qui sont reclus, pour reprendre le terme que vous avez indiqué tout à l'heure. On a eu, malheureusement, pendant cette période, à découvrir
des personnes chez elles décédées depuis, les autopsies nous les ont dit, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce qui veut dire, dans une ville moyenne de 60 000 habitants, où la proximité est encore une réalité, nous avons eu malheureusement le cas de plusieurs, et donc avec à la clé l'autopsie pour savoir effectivement les raisons du décès. C'était le Covid. Ça veut dire aussi qu'il y a un lien qui s'est distendu et que nous devons du coup, et ça a été d'ailleurs une des conséquences, repenser la solidarité, repenser les actions pour recréer du lien qui s'était distendu. Je voudrais dire un petit mot sur les moyens aussi, en m'excusant d'être un peu long, mais comme vous m'aviez donné une dizaine de minutes, je voudrais aussi vous dire que l'action municipale, elle est aussi garante de réponses durables et cohérentes. Premièrement, parce qu'elle est le pivot d'un écosystème solidaire local, où c'est elle qui va aussi animer les initiatives qui sont portées parfois par d'autres niveaux de collectivité territoriale, intercommunalité ou l'État. Mais c'est aussi par, évidemment, les subventions qui sont apportées à ces associations, sans lesquelles rien ne serait possible. Et une ville comme Chambéry, ce qui est apporté aux associations, c'est plus que ce que nous apportons à des secteurs sur lesquels on attend plus la collectivité locale, le soutien au monde sportif, par exemple. Mais derrière ce mot associatif, c'est l'aide au logement des plus précaires, c'est les relais grand froid, c'est l'accueil de jour. Ça, c'est du fonctionnement. Et puis, on oublie souvent l'investissement, parce que tout ce dont je vous parle, évidemment, relais grand froid, accueil de jour, c'est tout des propriétés et des investissements de la commune qui le met à disposition, effectivement, d'associations, sans lesquelles, évidemment, ces investissements ne seraient rien. Alors, nous, on a, contrairement... En tout cas, on voit un aspect positif dans les appels à projets nationaux, Madame la Commissaire à la prévention, c'est que ça nous a permis aussi d'aller chercher de l'argent pour refaire de la solidarité. On a été lauréat de Logement d'abord, pour sortir les plus précaires de la rue, pour les faire passer dans le logement sans la case logement d'insertion. On a évoqué ce problème ce matin, justement, là, avec Louis Fetzer qui nous disait il faut aussi qu'il y ait du logement social, il faut qu'il y ait du logement pour pouvoir mener ce type d'opération, un logement d'abord. Logement très social, avec un accompagnement, une intermédiation locative. Ça nous a permis aussi, au plan de relance, de mettre 3 millions d'euros sur la création, les travaux sont en cours, d'un centre d'hébergement pour la nuit. Nous en avions un, mais nous estimions qu'il était désuet. Ça nous a permis aussi de créer un CADA en diffus pour qu'il soit mieux accepté par la population, et un centre d'hébergement pour les plus précaires, là aussi en diffus, parce que, et je voulais le dire, dans ce milieu qui est motivé par la solidarité mise en place par les collectivités locales n'est pas un vecteur de réélection. Et nous avons aujourd'hui, parfois, beaucoup de difficultés à faire comprendre à nos concitoyens qu'il est essentiel d'investir sur ces équipements qui, certes, sont un investissement coûteux, mais qui coûteront bien moins cher à la société globalement si nous ne les faisons pas. C'est un sujet difficile. Je regrette un peu qu'il soit relativement peu abordé dans des grands débats nationaux aujourd'hui, et j'attends un peu plus de solidarité de l'État dans les années qui viennent sur cette question, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, il y a un vrai sujet. La vraie question de la prévention. Mais justement, l'occasion d'en parler, c'est maintenant avec vous aussi par rapport à ces partenariats que vous pouvez mettre en place, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. En attendant que le micro qui circule vous faites signe, il vous attend. Hein. Il y a une question qu'on a évoquée aussi ce matin et qui correspond à votre logique de plateforme, c'est le partage des données et déjà le recueil d'avoir les données. Est-ce que là-dessus, c'est quelque chose où vous estimez qu'on peut progresser et vous voyez aussi dans ces données la nécessité de les partager, bien sûr? Alors bien sûr, il y a deux niveaux. Quand on parle de données, nous à La Réunion, effectivement, on l'avait expliqué, qu'on avait pris la tâche de l'union départementale, donc avec le même cabinet pour faire un travail, effectivement, par commune, quasiment 90-95% des communes ont pris le même prestataire, donc qui a donné aussi une présentation au conseil départemental, donc à un niveau départemental par commune. Et donc là, effectivement, on a eu des échanges et ces analyses sont indispensables pour pouvoir mener une politique sociale dans sa commune. Mais au-delà de ça, nous, on voulait aller au plus fin, c'est-à-dire que chaque commune, en fonction de sa politique sociale,
il faut aussi que dans les appels à projets qu'on puisse porter et que l'État puisse répondre, mais sur un territoire comme la Réunion ou dans un territoire ultramarin, je ne sais pas, on ne peut pas avoir par exemple un appel à projet pour le sans-abrisme dans une commune qui n'accueille pas de SDF. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il y a des logiques comme ça, où là où on est engagé, où là on peut le faire, peut-être qu'on peut aller plus loin. Mais comme on ne partage pas les informations, c'est-à-dire que quand finalement l'appel à projet, c'est la commune qui va s'adresser directement à la tutelle ou à la structure pour pouvoir en faire la demande. Ce que nous on dit aujourd'hui sur des questions de fond, maintenant il faut qu'on se mette d'accord qu'est-ce qu'on va porter. Voilà, bien sûr, tout n'est pas non plus à faire de l'ingérence, chaque commune a sa propre, on va dire, prérogative à mener sa politique. Mais sur des questions de fond, comme le sans-abrisme, la fracture numérique, le logement, je pense que sur des sujets comme ça, on peut s'entendre sur des données précises, sur des attentes précises en fonction des territoires. Et toute l'utilité de l'analyse des besoins qui sociaux. ne sont pas les mêmes d'une commune à une autre. Nous avons une commune qui est limitrophe de Saint-Denis, où la moitié de ses habitants sont propriétaires de leur terrain. Et c'est complètement l'inverse à Saint-Denis, vous comprenez? Donc comment vous voulez avoir une politique qui soit, on va dire, partagée et cohérente si on n'arrive pas à rentrer dans le fin? Voilà. Cette question des données partagées, des données déjà, du savoir, quelle est la réalité du terrain, Pascal Brice? Je dirais que c'est le point de départ du changement de méthode. Moi, je suis très frappé depuis que j'ai l'honneur de présider la FAS, de voir combien les pouvoirs publics, mais collectivement, nous sommes à l'aveugle sur la réalité sociale. C'est assez logique, hein, puisqu'on parle, on le sait tous, d'hommes, de femmes, de familles qui sont justement aux marges, qui sont dans la rue, qui sont dans des structures d'accueil temporaire. Et donc moi j'ai été frappé pendant la crise sanitaire, discuté avec le directeur général de l'INSEE qui a vraiment essayé de faire tous les efforts possibles. Le Premier ministre à l'époque avait repris cette idée d'avoir une veille sanitaire collective associant l'ensemble des acteurs. Et donc dans ce changement de méthode, il faut effectivement que nous partions. Nous ne pouvons pas faire de bonnes politiques et une bonne mobilisation collective si nous ne savons pas précisément quelle est la situation des personnes. Aujourd'hui, vous le savez, ça progresse avec les nuits de la solidarité, mais personne n'est capable de dire dans les rues de France combien il y a de sans domicile fixe. On a un système d'information qui dysfonctionne complètement. Et donc l'observation sociale, la capacité à identifier les besoins sociaux des personnes dans les territoires, c'est effectivement le point de départ d'une action collective efficace contre la précarité. Alors, vous avez le micro, monsieur? Je crois. Allez-y, c'est à vous. Oui, oui, vous levez la main. Voilà, on vous entend. Oui. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, monsieur, dame. Fabrice Moliex, Cours catholique. Merci, monsieur Repentin et tous les autres. Et surtout, merci pour ce colloque d'une grande qualité. Dans la continuité des précédents, et donc de grande qualité, intellectuellement, on se nourrit beaucoup, mais avec une grande inquiétude, parce que c'est vrai que ce sont des propos qui sont tenus depuis de nombreuses années, hein, et notamment sur le partenariat, sur travailler ensemble. Enfin, c'était plutôt ce matin qu'il y avait cette grande inquiétude. Et la question aussi, c'est partenaire avec qui et pourquoi. Monsieur Repentin, à juste titre, a parlé de la Covid, qui a amené pas mal de bouleversements, mais qui aussi nous a aidé, peut-être à aider l'opinion publique, à être un révélateur de beaucoup d'injustices et d'exclusions. Et justement, le fait que toute l'année, et bien avant la Covid, on n'était pas capable collectivement, pas que les institutions, les grosses associations aussi, d'être disponibles et d'aller à la rencontre des personnes dans leur contexte de vie. Parce que l'aller vers, c'est aussi prendre le risque d'aller sur des territoires où on n'a pas le pouvoir. Et les gens ne dépendent pas de nous, hein, et ça, c'est un sacré défi. Et pendant la Covid, ce qui était marquant, c'est que des hauts fonctionnaires de grande qualité, hein, de la Direction générale de la cohésion sociale, Madame la haut-commissaire a dû y participer aussi, je suppose. Donc il y avait une concertation avec de gros réseaux associatifs. J'espère que la FAS y était conviée, que l'UNIOPS, etc. L'UNIOPS, je ne crois pas. Le Secours catholique, le Secours populaire, etc. étaient présents. J'espère que l'UNCAS était conviée. Je ne pense pas que l'AMF était conviée. Je ne pense pas que l'Assemblée des départements de France n'y était conviée aussi. Donc ça pose des questions pour avoir une vision globale. Si l'État, avec la grande qualité de ses hauts fonctionnaires, se tourne vers les associations et oublie des collectivités locales et de grandes unions telles que l'UNCAS.
Voilà, donc, et simplement, l'un des grands manques autour de cette table, c'était des représentants de fédérations, d'associations de quartier. Parce que l'un des gros problèmes de la Covid, enfin, l'un de ces gros problèmes, c'était qu'effectivement, on était flattés hein, de concert avec des administrateurs de CCAS, des salariés de CCAS, que les associations soient louées, on dise vous allez vers les populations en dépit de la crise sanitaire, etc. Mais néanmoins, même la presse s'est fait écho de mobilisation de citoyens, notamment dans les quartiers populaires, qui, avec les moyens du bord, s'organisaient, sans être regroupés nécessairement dans une association, mais très efficacement, parfois, organiser la solidarité. Ce matin, j'ai entendu parler de... Alors, ce que vous voulez nous dire, et je vous demanderai de... Oui, pardonnez-moi, conclure. vous avez raison. Vous avez raison, monsieur, je n'ai pas votre talent. Il s'agit que cet élan qu'on a connu pendant la crise, vous voudriez que ça continue et qu'on apprenne à travailler mieux ensemble, c'est ça? J'ai dû mal m'exprimer, cher monsieur. Non, le problème, c'est que ces acteurs de la solidarité informelle, qui existe toute l'année, qui s'est traduite aussi beaucoup pendant la Covid, ne soient pas reconnus au niveau de ces tables de concertation. Sachant que le Secours catholique est peut-être aussi responsable de ne pas leur laisser assez de place. Hein. Ce n'est pas pour critiquer les pouvoirs publics. C'est très clair. Merci. Voilà. Et donc, effectivement, l'un des enjeux, et là l'État est attendu, les communes d'une certaine importance aussi, c'est pour subventionner ces associations, parce que c'est parfois des collectifs de fait, mais on peut les accompagner pour qu'elles prennent le statut juridique d'association, pour que, notamment dans les quartiers populaires, parfois dans des zones rurales, des territoires ruraux, où il y a de la solidarité, mais peu développée, faute de moyens, pour que ces acteurs puissent vivre aussi et que les gros réseaux associatifs, comme les collectivités locales, comme les CAF, ne soient pas démunis lorsqu'il y a une grande crise, et même au quotidien, parce que sur certains territoires, nous ne sommes pas absents, et collectivement, nous sommes défaillants. Voilà, donc merci. Partenariat avec qui n'oublions pas les citoyens qui se mobilisent sans nous. Et à côté des gros réseaux associatifs, comment faire émerger ce monde associatif local et le soutenir? Oui, c'est vrai. Il y a le CAC 40 là, du monde associatif que vous représentez. Je crois qu'il y a une petite erreur de connaissance de ce qu'est la FAS. La FAS rassemble de grosses associations, mais aussi des petites et des moyennes, et a surtout et aussi vocation à rassembler, d'abord parce que vous avez dans toutes ces associations, notamment dans nos fédérations régionales, des petits, des moyens, des gros, où les citoyens, les citoyennes sont engagés, à la fois bénévoles et professionnels, et je pense notamment au Secours catholique, qui est une immense association, mais d'autres de beaucoup plus petite taille, et la FAS a vocation à accueillir cette dynamique de la société, à s'ouvrir à ces collectifs. Je pense notamment, Madame la Commissaire, à Marseille, où j'ai eu le plaisir de me rendre et de rencontrer un collectif d'associations qui a ouvert un lieu d'hébergement pour femmes victimes de violences et qui est ancré dans les quartiers. Parce que je partage ce que vous dites. Nous devons pouvoir, collectivement, cette mobilisation, elle doit pouvoir servir les personnes en précarité et en pauvreté en mobilisant l'ensemble des dynamiques de la société, et notamment, moi, ce qui me frappe partout où je vais, dans nos fédérations régionales, c'est l'émergence de ces formes d'intervention citoyenne. Dans tous les domaines, je voyais ça à Rennes, je vois ça à Marseille, je vois ça à Nantes, je vois ça à Lille, partout. Et donc, la vocation des uns et des autres, en tout cas, c'est celle de la FAS, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, ça c'est un peu du jargon, hein, mais nous sommes transformés de FNARS en FAS. C'est justement parce que, mais il y a encore énormément de travail à faire, moi je veux que la FAS s'ouvre à ces dynamiques-là. Et puis juste un point sur le début de votre intervention que je partage totalement. Mais ça, Thierry le disait en tant qu'élu, à un moment, j'espère, qu'on pourra poser ce qu'est une rationalité qui tient la route. La rationalité qui tient la route, c'est l'investissement social. Bon, si ça s'était déjà fait, ça se saurait, puis on n'aurait tous plus aucune utilité. Et moi, j'essaye comme d'autres, comme vous, comme d'autres ici, de faire la démonstration de ce qui est rationnel. C'est l'investissement social, mais l'investissement social en partant des personnes qui vivent ce qu'elles vivent, et de celles et ceux qui les accompagnent avec les collectivités locales, les départements, les communes, alors, les régions trouver à et la l'État. fois
cette rationalité et puis susciter une vie démocratique. Thierry Repentin, on a vu au moment de la crise, par exemple, que les jeunes retraités qui faisaient tourner le monde associatif, ils étaient moins disponibles. Et comment on fait pour susciter toujours cet engagement citoyen et pour que ça ne soit pas seulement du zapping émotionnel à quelques moments de l'année? Alors, moi, je dois constater que pendant cette période très particulière que nous avons traversée collectivement, nous avons eu plutôt un sursaut de l'engagement associatif. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de candidats pour venir apporter leur aide, leur pierre à l'édifice à l'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre, coordonnés par la ville, en l'occurrence, puisque c'est la commune qui a coordonné tout cela, pour le compte de l'État. Et si j'insiste là-dessus, c'est que l'UNCAS a son rôle à jouer au niveau national, les parlementaires qui sont investis sur cette question. Et moi, il me paraît essentiel que l'État puisse vraiment tenir compte de ces missions des communes, qui relèvent certes de choix locaux dans le degré d'investissement sur les politiques sociales, parce qu'on a une clause de compétence générale, mais dont on voit bien qu'elles sont déterminantes, ces engagements, y compris pour accompagner l'action menée au nom de la responsabilité de l'État. Et si on veut, et si l'État souhaite que le tissu associatif perdure au-delà des crises paroxystiques comme on vient d'avoir, il faut accompagner les collectivités locales. Et moi, j'appelle votre attention sur le fait que on nous annonce le retour à une gestion plus rigoureuse des communes. Bref, pour les spécialistes, on nous annonce le retour du contrat de Cahors qui vise à limiter les dépenses de fonctionnement des collectivités locales qui ne pourront pas avoir une augmentation, c'est l'État qui fixera, mais de 1% par an ou 2% par an, c'est l'État qui le fixera et nous devrons l'appliquer. Moi, je me dis, en matière de TVA, il y a des taux de différence dès lors que vous êtes sur des biens essentiels, avec une TVA à taux réduit. Si d'aventure ces contrats de Cahors reviennent, je pense que la représentation nationale et les associations devraient plaider pour que les moyens que nous allouons au fonctionnement aux associations dont la raison d'être est la solidarité à l'égard des précaires soient sortis de ces sommes que l'État nous dira que nous ne pouvons pas les augmenter. C'est-à-dire, on devrait dire, vous sortez effectivement l'action de solidarité que vous conduisez en soutien aux associations, à ce que vous mettez pour la mise en place d'un CADA, à la mise en place d'un relais grand froid, à la mise en place d'un accueil de jour, à la mise en place de cabinets de santé que vous mettez pour celles et ceux qui n'ont pas accès à la santé. Parce que nous aurons, nous, élus, des choix à faire qui viendront concurrencer cette spontanéité que nous avons aujourd'hui à l'égard de la solidarité, Et que parce que nous n'avons pas... soit exclu, oui. Et en soit exclu. Et donc, il me paraîtrait assez judicieux qu'il puisse y avoir au niveau national une prise en compte particulière de ces dépenses. Un panier social du maire, on pourrait dire. Alors, d'autres interventions? D'autres questions? Il y a un monsieur qui lève la main. Voilà, il y a et le micro qui va arriver jusqu'à vous. C'est fait. Bonjour, Monsieur Simé Vincent, directeur général du CIS, Centre intercommunal d'action sociale du Sud, Réunion. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, les CCAS sont financés par des finances communales. Partie de ce raisonnement, j'ai une réflexion à vous proposer. C'est peut-être aussi que désormais, telle une dotation, on puisse avoir directement une dotation financée qui viendrait financer les CCAS, issus directement de l'État. On sait que le social est une compétence facultative. Il y a peut-être aussi tout un travail législatif à faire là-dessus et le basculer vers des compétences obligatoires pour que tous les CCAS aient un même niveau de dotation et de fonctionnement en fonction de la population ou de la pauvreté. Voilà, merci. Voilà une proposition donc de sanctuariser les fonds pour les CCAS avec une dotation spécifique à l'intérieur de la DGF.
Alors, il y a plusieurs choses dans la proposition du collègue du CIS de Saint-Pierre. C'est que Alors pour ceux qui ne connaissent pas La Réunion, Saint-Denis, c'est le nord. Là, oui, on est c'est le quitté sud de l'île. Voilà. C'est-à-dire que si on considère que les CCS sont un acteur social, c'est-à-dire sur l'échiquier, sur la table des actions, c'est que donc on intervient sur des besoins primaires, manger, se vêtir, avoir un toit sur la tête et aussi participer aussi à l'éducation. Bien sûr, toutes ces compétences sont des compétences aussi premières des collectivités comme le département ou d'autres. Et on revient à l'ARS et je reviens au rectorat. Pourquoi? Parce que dans ce parcours social, qui est lié aussi à un parcours de santé et qui est aussi lié à un parcours d'éducation. C'est-à-dire là, on a pris contact, nous à Saint-Denis, avec le rectorat pour avoir quels étaient les enfants qui étaient le plus éloignés de l'accès à un ordinateur numérique parce que la crise Covid a révélé que des enfants ne pouvaient pas avoir accès aux cours. Donc là, on a pris la tâche. Donc là, on va distribuer une 60aine d'ordinateurs, donc qui est issu de l'économie circulaire, donc qui sont reconditionnés par une association qui fait un travail formidable. Donc nous sommes dans cette démarche-là. Mais à un moment donné, ça s'arrête à là. Ce qui serait bien, c'est que l'ARS, sur les questions de santé, c'est-à-dire que souvent, la chute de cette petite mamie on savait qu'elle était en train de perdre son équilibre et son logement n'était plus adapté. On attend que cette petite mamie chute pour qu'elle perde son autonomie et qu'elle devienne toute seule dans son appartement, s'il n'y a pas un voisin, une voisine pour s'occuper d'elle, et après ça devienne l'affaire des CCS. Vous comprenez, enfin, des départements ou autres. C'est-à-dire que là aussi, dans la prévention dans la santé, c'est-à-dire qu'on puisse donner aussi aux collectivités, notamment aux communes, de pouvoir, on a un tissu associatif qui est énorme. À Saint-Denis, c'est 30 millions de subventions pour les associations, CCS y compris. Mais vous voyez un peu ce tissu qu'on peut avoir et s'appuyer dessus pour pouvoir justement déployer ces dispositifs. Nous, après qu'on dit l'État aussi, à travers ses bras armés, à travers ses différents ministères, mais quand je parlais de plateforme tout à l'heure, mais je pensais aussi à ça. Mais en même temps, on ne va pas demander de l'argent pour de l'argent. Mais il faut apporter des projets, il faut se positionner, il faut avoir des données précises. Ça implique beaucoup de choses derrière. Alors, quand on est justement là sur le changement de méthode que vous évoquez les uns et les autres, Joël Chenet, par rapport à cette méthode de prévention et de lutte contre la pauvreté, est-ce qu'il y a des chemins nouveaux qui sont explorés, justement, que vous voyez déjà et qui pourraient être étendus aux politiques de lutte contre la précarité, les précarités et au-delà à l'action des CCAS? Oui, on a beaucoup parlé précédemment de la fragilité de nos systèmes d'information et de l'incapacité qu'on a d'avoir une photographie des situations au plan local. Je pense qu'au-delà de ça, il faudrait pouvoir avoir de la transparence sur ce qu'on fait et pouvoir rendre compte d'une manière beaucoup plus opérationnelle. On contractualise dans la stratégie pauvreté avec les départements qui rendent des comptes sur ce qu'ils font avec des systèmes d'information qui sont complètement différents les uns des autres. Est-ce qu'à un moment donné, sur ces sujets-là, on ne pourrait pas avoir un schéma directeur des systèmes d'information partagé entre l'État et les collectivités locales qui permettent de voir clair sur ce qui est fait, sur les besoins, mais aussi sur ce qui est réalisé. Et je pense qu'un schéma directeur de cette nature, on est capable d'en faire sur des sujets qui touchent à la sphère privée avec des opérateurs privés dont tout le monde connaît le nom. Pourquoi ne le ferait-on pas dans le public? Ce serait une bonne base de discussion. Et on voit ces temps-ci aussi l'engouement qu'il peut y avoir. Alors, je reviens 2 secondes sur les appels à projets. Je ne suis pas contre les appels à projets, je suis contre la surabondance des appels à projets pour parfois des micro-sujets. Donc un peu d'appels à projets, c'est bien. Et puis, ce qu'on évoquait, c'est que c'est plus facile pour des collectivités ou des organisations mais bien tout à fait. outillées en ingénierie. Oui, mais c'est vraiment la multiplication des appels à projets qui me trouble beaucoup parce que voilà, ça fait mouliner l'affaire à construire du dossier, ça mobilise énormément. Et qu'à un moment donné, sur certains sujets qui sont
vraiment cruciaux. Je pense à la question du sans-abrisme, de la politique d'hébergement, qui effectivement implique les collectivités dans leur capacité à produire du logement pour permettre le logement autonome des personnes les plus précaires. Aussi à la capacité à fournir du foncier pour créer de l'hébergement. Aujourd'hui, la gestion du sans-abri, ça se fait au SAIO par une association. Ben, pourquoi pas imaginer qu'on ait un véritable groupement d'intérêt public ou quelque chose d'approchant, où tout le monde s'engage concrètement, contractuellement, une fois pour toutes, dans le cadre de quelque chose, d'une entité juridique dont les objectifs sont bien posés, pour dire on y va ensemble, on a des moyens et on est capable de rendre compte sur la base d'un système d'information consolidé. On gagnerait peut-être un peu d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai travaillé dans une collectivité locale pendant assez longtemps et j'avais coutume de dire que le maire, c'est la maire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le maire qu'on appelle. On n'appelle pas le préfet, on n'appelle pas le président du conseil départemental. Voilà. Et je pense qu'effectivement, au plan local, en fonction de l'appétence des maires, il y a des leaderships naturels qui se dessinent. Puis ailleurs, ça peut être un autre acteur qui prend le leadership. Peu importe, pourvu qu'il y en ait un, pourvu qu'il y ait des consensus autour du fait de nommer le problème et de se mettre ensemble pour avancer. Thierry Repentin, vous prendriez ce leadership sur votre territoire ou vous seriez prêt à expérimenter, à essayer de mieux travailler à partir de données partagées ? Moi, j'ai un peu le sentiment que même si les choses ne sont pas organisées en tant que telles, dites en tant que telles, c'est souvent ce qui se passe de fait pour les maires de France, qui sont effectivement, comme le dit Joël Chenet, ils sont clairement identifiés, et quand il y a un problème dont on ne connaît pas la cause, mais dont on vit la dureté, on se tourne spontanément vers l'élu de base. L'élu de base, c'est le maire que vous pouvez alpaguer dans la rue, sur le marché, voire d'une façon un peu virulente en venant taper à la porte de la mairie ou au secrétariat, même si on n'est pas sur une compétence qui relève de ses propres responsabilités. Mais on arrive à trouver, notamment avec nos CCAS, en général, la réponse ou le bon canal. Il faudrait une sorte de reconnaissance de ce rôle. Mais moi, je veux bien avoir la reconnaissance si, parallèlement, il n'y a pas un retrait. Je veux bien que nous assumions, mais les choses sont clairement dites. Savoir qui est responsable. Et qui apporte aussi les moyens sur lesquels nous devrons puiser en tant que maire pour apporter les solutions de différentes natures, de l'hébergement, de l'apport du repas, du logement, de l'accès à la santé primaire. Voilà. Et cela, aujourd'hui, je pense que l'État serait très ouvert à ce que nous revendiquions ce rôle. Ça m'inquiète un peu. On voit ce que vous voulez dire, effectivement. Pascal Brice, donc pour conclure, puisque je vous avais donné la parole en premier pour ouvrir le débat, est-ce que vous pensez qu'on peut progresser justement sur la question que vous nous posiez, qui était la question de la méthode? Est-ce que justement, en utilisant mieux l'information, les données publiques, en essayant aussi d'autres rapports entre le monde associatif, les services de l'État, les collectivités et principalement les CCAS, on peut imaginer d'autres logiques, alors logique de plateforme, pour que tout cela ne soit pas que des mots, mais aussi un changement de méthode et de braquet. Il le faut, parce que sinon nous ne parviendrons pas à lutter contre l'enracinement de la pauvreté un peu partout dans le pays. Les toutes dernières années ne sont pas particulièrement encourageantes sur le plan de la méthode, donc j'espère que ça aura été compris et qu'on va pouvoir venir à quelque chose de moins vertical et partant plus de ce qui se passe dans les territoires et de l'action des uns et des autres localement. Moi, je trouve que dans la discussion a permis d'identifier des moyens d'avancer sur ce changement de méthode. Moi, je suis tout prêt au nom de la FAS, si le président Carbounas le souhaite, à apporter la proposition de votre collègue pour le financement des CCAS, qui, on l'a bien vu dans la période, et notamment pour l'action des associations, sont des plaques tournantes
fondamentale de l'action en matière sociale. Et là, on voit bien qu'on a besoin d'une remise à plat complète des compétences, des moyens. On peut en reparler du RSA, c'est-à-dire qu'on commence par faire en sorte que ce que prévoit la loi, c'est-à-dire l'accompagnement des bénéficiaires de RSA, soit une réalité avant d'inventer des conditionnalités. Donc là, on a moyen de faire. Évidemment, ça suppose des moyens. Thierry l'a redit. Puis ça suppose aussi que toutes les communes fassent, parce que vous le savez mieux que moi, il y a beaucoup trop de communes qui, dans ce pays, n'assument pas leurs responsabilités, ne serait-ce qu'en termes de domiciliation. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un point essentiel. Donc chacune et chacun y prenne sa part, qu'on remette à plat les compétences, les moyens, et qu'on parte des territoires, qu'on ait dans ce pays un comportement un peu girondin. Je suis nantais, donc vous voyez, je suis ouvert d'esprit, un peu girondin dans l'approche de ces politiques de lutte contre la précarité. Merci, merci messieurs, merci madame, et merci à vous qui avez participé à ce forum. Alors, il y a à partir de 15h, voilà, vous pouvez applaudir nos intervenants. Et moi, je vous donne rendez-vous sur le forum qui aura lieu à 15h30, où on évoquera le revenu de base. Mais il y a d'autres forums, je vous laisse aussi choisir le programme que vous avez décidé pour votre congrès.